les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans. Aujourd'hui, eh bien, je suis revenu dans la Vendée. Dans les Landes. Non, dans les Landes. Oh là là, l'erreur, mon Dieu. Ça va fâcher les Vendéens. Ah, ça va fâcher les Vendéens, oui, tout à fait. Dans les Landes, pour rencontrer une chamane, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Gérard. Alors, toi, tu es une chamane un peu spéciale, parce que tu es une chamane artiste. Parce que ton activité, pas forcément la principale, mais qui prend beaucoup d'importance quand même dans ton travail, c'est le tatouage. Ok. Alors, on va clarifier quand même tout de suite les choses. Moi, le tatouage, j'ai jamais été pour. C'est-à-dire que j'ai une optique peut-être un peu restreinte du tatouage, mais pour moi, c'était une preuve d'appartenance à un club, un besoin d'appartenance à quelque chose. Et ça me choque un peu qu'on ait cette dépendance, entre guillemets, parce que je suis vraiment pour la liberté de chacun. Et j'ai découvert le travail de Sandra, que je connaissais pas du tout, qui m'a fait un peu revoir mes positions sur le tatouage. Et donc on va discuter de ça parce que c'est quand même vachement important. Voilà. Sandra, écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer qui tu es, ton parcours, puis surtout comment t'en es arrivé à ça? Parce que tu as quand même un parcours assez atypique, hein. Tu mélanges un certain nombre de choses pour en arriver à ça, c'est surprenant. C'est sûr, j'en étais la première surprise. Ok, d'accord. Donc oui, moi j'ai commencé à étudier l'anthropologie et la paléoanthropologie dans un premier temps, donc à l'université, un cursus classique. Et voilà, j'étudiais l'origine de l'humanité, l'origine des peuplements. Et donc au bout d'un moment, pour des raisons de contingence et puis peut-être des raisons qui m'échappent évidemment, je me suis orientée vers la psychologie. Donc après être anthropologue, je suis devenue psychologue. D'accord. Et finalement, c'est l'humain qui m'intéresse, c'est comprendre, c'est aller dans cette question des origines. Donc ça peut être l'origine de l'humanité, mais aussi l'origine des familles, l'origine des peuples, l'origine d'une personne. Et peut-être aussi l'origine de ses maux, de ses souffrances. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu mon fil rouge. Ouais. Et donc dans ce travail, très vite, j'étais amenée à considérer la question du corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps, parce que si on reste juste sur une vision psy, on va dire, très intellectuelle, on ne résout pas forcément un grand nombre de choses. Donc voilà. Bien d'accord. Et donc en fait, d'aller chercher des outils de cet ordre m'a amené à contacter des états de régression, des états modifiés de conscience, et de contacter ça sans avoir d'explication de ce qui se passait, parce que notre culture offre pas beaucoup de choses en dehors de la religion, voire rien. Donc du coup, c'est le chamanisme qui m'a un petit peu permis, enfin pas un petit peu, complètement permis, de poser un cadre autour de ça, de structurer mes perceptions, comprendre un fonctionnement, avancer dans cette voie. D'accord. Donc je suis passée d'anthropologue à psychologue à praticienne en chamanisme. D'accord. Alors, ton enseignement chamanique, c'était un enseignement, on va dire, culturel? C'est-à-dire dans une culture ou... Non, moi je me suis formée à la FSS, donc c'est la Fondation for Shamanic Studies, que a fondé Michael Harner dans 1979, c'est la fondation. Et donc en fait, c'est un anthropologue qui a fait beaucoup pour la compréhension actuelle des cultures chamaniques et de ce qu'elles avaient à apporter en fait au monde, parce que ce sont des peuples qui ont traversé le temps et que ces peuples-là n'avaient pas notre médecine actuelle, n'avaient pas notre technique, notre technologie, et pourtant ils ont survécu, ils ont développé tout un tas de sagesse, de médecine, de compréhension, qui ont fait que ils sont toujours là pour certains. Oui, tout à fait. Et donc du coup, il a réussi en faisant ses observations un peu de par le monde à dégager ce qu'il a appelé le core shamanism, c'est-à-dire des techniques qui se retrouvent dans différentes cultures et donc indépendamment du folklore, des croyances, d'accord. Et donc ces techniques, non seulement elles sont très similaires voire identiques,
mais elles ont aussi des récurrences dans leur efficacité. Oui, bien sûr. Donc à partir de là, et dans leur but, dans leur objectif. Donc à partir de là... C'est lui qui a écrit ce merveilleux bouquin, La Voix du chaman. La Voix du chaman. Voilà, c'est un ouvrage de référence, tout à fait. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a plus besoin d'être dans une culture particulière et qu'il n'y a plus besoin d'être dans une cosmologie particulière, de croire en des figures spécifiques, eh bien, on peut adapter ces techniques-là dans notre vie d'homme blanc moderne, dans notre quotidien, sans que ça ait à changer nos croyances d'emblée. D'accord. On peut rentrer dans cet apprentissage de façon tout à fait naturelle en fonction de qui l'on est, de là où on est. Après, cet apprentissage, il a un impact sur notre vie, sur nos perceptions. Mais il ne nous demande pas, dans un premier temps, de nous soumettre ou d'adhérer à quelque chose qui ne serait pas nous. Et c'est parce qu'en fait, pour moi, mais c'est aussi ce que dit Michael Harner, en fait, c'est un processus qui révèle ce que l'on est. Ce n'est pas un processus qui nous change, qui nous amène à être autre chose. Ça nous révèle. D'accord. Donc voilà. Et donc dans tout ce... je reviens au tatouage quand même. Hein. Donc dans tous ces éléments-là, j'ai développé un certain nombre d'outils. Plutôt dans une vision, une perspective thérapeutique d'abord, puisque voilà, j'ai ce passé de psychologue. Et en fait, toute ma part artistique n'avait pas de place dans ce quotidien de thérapeute, d'accompagnante, voilà. Et ça commençait à devenir très très lourd pour moi de ne pas pouvoir exprimer cet aspect-là. Ça veut dire qu'en parallèle, tu avais fait des études d'artiste, alors j'ai fait des études artistiques au niveau musical. D'accord. J'étais au conservatoire, voilà, depuis très petite. Et donc j'ai fait de la musicothérapie. Donc voilà, encore réorientée vers le soin. Et que j'utilise toujours hein, d'ailleurs dans les soins chamaniques aussi. Et donc en fait, je dessinais, je peignais. Alors j'ai fait un petit peu les beaux-arts petite, mais j'ai pas pu poursuivre parce que j'ai fait pas tout faire. J'ai fait 2 masters. On peut pas tout faire. Quand même. Non, on est d'accord. Donc du coup, voilà. Et en fait, cette histoire de besoin de renouer avec ces élans graphiques dans un premier temps, a amené cette histoire de tatouage sans vraiment que je m'y attende. Mais alors, je vais te poser une question qui est peut-être un peu bébête, mais pourquoi le tatouage? Pourquoi pas simplement le dessin ou la peinture? Alors, dans ce que je fais aujourd'hui, par exemple, je fais le tatouage, mais je propose aussi, je peins des tambours, et c'est des états artistiques de concentration qui se rapprochent de la canalisation qu'on a en soins chamaniques et que tu connais toi-même par ailleurs. Donc c'est finalement un aspect qui est déjà épanoui, mais c'est grâce au tatouage que je me suis permise d'épanouir ça. Et en fait, le tatouage, ce qu'il a de plus, c'est que il implique le corps. Oui. Et c'est encore cette histoire de l'identité, du soin, de l'origine, qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Et le tatouage, c'est un acte éminemment engageant. Tu engages ta peau et le résultat pour le reste de ta vie quand même. Et c'est un acte qui te transforme, qui te fait évoluer. Donc dans un sens ou un autre selon ta démarche, ton envie et à qui tu t'adresses, mais ça fait quand même, ça marque quelque chose qui fait que tu n'es plus le même qu'avant ton tatouage. D'accord. Et donc ce tatouage, enfin le tatouage, dans la manière dont je l'ai reconnecté, puisque je suis anthropologue, c'est quand même dans des aspects traditionnels. Et donc il y a une richesse dans sa capacité à faire converger tous les aspects de mes pratiques. À savoir les aspects spirituels, puisque tu connectes avec des forces. Tu regardes par exemple les tatouages thaï, qui sont assez connus maintenant, et il y a même des voyages qui sont organisés pour aller se faire tatouer par des moines. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes un mantra ou une prière pour t'attirer la bonne fortune, pour t'attirer la fertilité, pour t'attirer tout un tas de choses. Donc en fait, c'est un transfert de force que tu demandes, si on le dit en langage chamanique. Et en fait... donc ça, c'est aussi une manière de se connecter à l'invisible, aux esprits, et de demander cette force à travers ce tatouage et de l'incorporer. Donc c'est encore une fois l'histoire de mettre la puissance dans le corps. D'accord.
Donc ça c'est pour l'aspect spirituel. Pour l'aspect artistique, moi ça me permet de développer ma créativité, de m'exprimer, mais, et on y reviendra peut-être quand j'expliquerai le processus, mais c'est pas le centre. C'est pas l'esthétique est toujours en jeu à tous les niveaux, mais ce n'est pas l'objectif. Elle est en jeu sans que ce soit un but en soi. Tu n'as pas un catalogue. C'est impossible. Moi je viens de voir en me disant, moi je voudrais que tu me tatoues un Mickey. C'est pas chez moi. C'est pas chez toi. D'accord, ok. Bon. Et non, je crois pas que ce soit une figure qui taille très bien. Non. Ça c'est pour l'exemple. Mais oui. Mais ça peut pas être chez moi parce que le processus que je vais proposer, il est là pour justement révéler quelque chose d'important. Pour toi, si par exemple c'est toi qui viens me voir, moi je regarde l'élan, je regarde ce qui te donne envie, ce qui t'appelle en fait à travers ça et ce qui vient te mettre en résonance quelque part. Et ça, c'est important de le révéler, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec le chamanisme. Le chamanisme, il révèle ce qui est en toi. Donc j'accompagne la personne, je t'accompagne avec des voyages au tambour, je vois comment toi tu es à l'aise là-dedans ou pas, parce que après c'est une histoire de vocabulaire, il y a des personnes qui sont par exemple très en lien avec des figures christiques, moi c'est tout à fait ok, je suis pas là pour leur imposer une croyance, donc on dialogue avec tout ça, et on voit ce qui va faire que la personne a cet élan, comment elle se l'explique, et où est-ce que ça coince éventuellement, parce que parfois il y a des personnes qui ne savent pas trop pourquoi elles n'arrivent pas, etc. Et parfois ça coince pas, mais rien que de parler de tout ça met au jour des choses, des problématiques. Et là, la psy de service revient quand même un petit peu écouter ce qui se passe. Et donc l'idée c'est de permettre à la personne de faire ce tatouage pour les meilleures raisons du monde. Pas forcément en réaction à un problème, en réaction à un événement, mais parce que, donc il serait quelque chose en négatif, mais pour quelque chose de constructif, pour quelque chose qui va leur apporter un aspect durable, une énergie durable. Et donc ça se fait avec les guidances des esprits tutélaires, nos alliés, donc les tiens, les miens. Et on se met toujours d'accord tous ensemble. Et comme la vie fait que y a plein de choses qui bougent, peut-être qu'entre deux rendez-vous, il y a un truc qui fait que c'est plus tout à fait le dessin qu'on avait prévu. Bien sûr, On reprend tout à chaque fois pour que ce soit à 200% ok. Et il y a un moment où on sent que ça bouge plus. Alors parfois c'est dès le premier dessin, parfois c'est au bout de quelques mois, ça dépend des personnes. En général, c'est pas une fois qu'on a bien bossé et qu'on commence à dessiner, c'est que les choses sont assez stabilisées. Mais ce besoin d'appartenance, cette réappropriation. Faut qu'on parle du tatouage. Par exemple, je vais te donner un exemple qui est un vrai exemple. Je connais quelqu'un qui voulait se faire un tatouage. Au départ, il avait comme idée de se faire tatouer des runes. Il connaissait rien aux runes. Et donc il m'a demandé est-ce que je peux le conseiller sur des runes protectrices pour lui. Aspect spirituel. C'est pas l'appartenance là. Non. Donc je savais pas complètement répondre à la question, mais j'ai contacté une amie chamane qui est une spécialiste des runes, et en discutant tous les deux, on a trouvé 3 runes qui lui collaient vraiment bien. Moi c'est quelqu'un que je connais très bien, donc je connais bien son caractère, ses aspirations, etc. Donc on a trouvé les 3 runes qui lui correspondaient. Et en fin de compte, il les a pas fait, parce que quand il a montré le dessin à plusieurs personnes, on l'a tout de suite identifié en tant que néo-nazi. Parce que c'est vrai que les mouvements néo-nazis, beaucoup ont récupéré les runes. Ils ont récupéré beaucoup de choses. Ils ont récupéré beaucoup de choses, mais entre autres les runes. Et donc il n'a pas voulu se faire tatouer ces runes de protection, parce qu'il ne voulait pas être associé à ce groupement-là. J'entends. Donc il y a quand même cette force d'identification dans le tatouage. C'est pour ça que c'est très puissant, c'est pour ça que ça a été proscrit des siècles et des siècles.
c'est une problématique, enfin, c'est un enjeu qui est très délicat, parce qu'il met en résonance pour nous tous, en tout cas occidentaux, français, hein, et il met en résonance tout un inconscient collectif, tout un héritage de logique de domination. Si tu regardes la royauté, elle tatouait les criminels, enfin, les criminels, et puis les opposants, juste d'ailleurs, les opposants. Non, c'était même pas un tatouage. Alors, il y avait les brûlures au fer. C'était la brûlure au fer. Il y avait les deux. Tu avais la brûlure au fer et tu avais le tatouage. Ah ouais. Et la brûlure au fer était cautionnée par le clergé et pas le tatouage. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que le fer punit le corps, mais le tatouage punit l'âme aussi, puisqu'on rentre dans le corps. D'accord. Donc il y a tout un tas de considérations, et puis il y a aussi une histoire. Le tatouage en Occident, il est réintroduit par les découvertes des marquises. Et donc, avec le capitaine Cook, et puis le retour des marins qui ont vu ces hommes tatoués, et ces femmes, et qu'il y a eu une réelle fascination. Il n'y a pas eu que des marins mousses, hein, des officiers qui sont revenus tatoués. Et donc voilà, c'est venu marquer aussi le fait de se marginaliser, de s'opposer à un État. Et puis c'est pour ça que c'est devenu les mauvais garçons. Oui, mais d'une manière plus ancestrale, dans la culture celte, il y avait des tatouages tribaux. Oui. Qui indiquait ton appartenance à tel tribu. Donc tu pouvais pas dire moi je suis ceci alors que sur ton tatouage on voyait bien que tu étais cela, quoi. Oui, mais parce que l'enjeu identitaire de ces époques-là n'est pas celui qu'on vit aujourd'hui. Non. Si tu regardes dans d'autres exemples où il n'y a pas eu de rupture, parce qu'en plus pour nous c'est très douloureux, ces histoires de tradition, d'origine, c'est douloureux parce que c'est pas juste coupé, ça a été intégré, influencé par le christianisme qui est venu en lieu et place, des lieux sacrés, etc., des fêtes, enfin voilà, je t'apprends rien, tu sais ça bien mieux que moi. Donc du coup, on a un vécu qui est lié à l'abus. Ouais. Et ce n'est pas la même chose que pour une personne pour qui ses ancêtres ont fait ça tout le temps, et où la notion d'identité, il y a une sorte de fierté, et c'est pas forcément vécu sur un plan d'enfermement. D'accord. Tu vois. Ouais. Donc c'est en fait ce qui est difficile, et ce que j'adore grâce à mes origines d'anthropologue, c'est que je peux me méfier de l'ethnocentrisme, on va dire, assez souvent. C'est-à-dire que je vais être sensible à pourquoi on considère une chose plutôt qu'une autre, pourquoi on est dans cet état d'esprit plutôt qu'un autre, et d'aller voir dans une autre façon d'appréhender la réalité. Donc le chamanisme, c'est ça finalement, hein, aller voir ce qu'on appelle réel ou pas. Pour certains, on rêve notre vie, et puis tout à fait. voilà, tout ça. Donc et de juste se balader là-dedans sans forcément prédéterminer d'une réalité plutôt qu'une autre, ou d'une conception plutôt qu'une autre. L'enfermement, le vécu d'enfermement et de soumission, il est hérité pour moi de toutes ces logiques de domination, de conquête qu'a mené des peuples entiers. C'est pas juste l'homme blanc d'aujourd'hui, hein, c'est voilà, il y a et tout ça. Donc, et ça, c'est toujours associé à une disparition du tatouage. C'est-à-dire que les peuples qui ont été colonisés, on leur a toujours demandé d'arrêter de se tatouer. C'est étonnant. Ah ouais. Et ouais. Donc, après le tatouage, en fait, il est investi de plein de façons en fonction de ce qui est autorisé et interdit. Par exemple, en Chine, c'était interdit, c'était proscrit. Ah bon? Ouais. En Chine? Alors, après, certains endroits de Chine, je connais pas l'histoire mondiale de tous les tatouages de toutes les époques, mais quand même, il y a des endroits où ça a été tout à fait proscrit. Et en fait, tu as des groupes ethniques qui ont été très malmenés. Par exemple, tu avais les femmes Hmong. Qui ont été assez harcelées, malmenées. Ce qu'elles faisaient, elles se tatouaient le visage pour paraître moins attrayantes et échapper au viol. Ah ouais, tu vois, c'est un enjeu très spécifique. Oui, je comprends. Et tu prends un autre endroit, tu vas chez les Inuits, tu vas dans plein d'endroits différents, le même tatouage sur le visage ou des motifs très proches sont en fait un signe d'esthétique. D'accord. Tu vois, donc la façon dont le tatouage va être investi va dépendre de la culture, du milieu, de ce qui est autorisé ou pas. Mais en tout cas, il y a toujours un enjeu énorme en termes d'identité, en termes de pouvoir, de puissance, en termes d'appartenance aussi, effectivement. Et aussi en termes relationnels et de place. C'est-à-dire que tu vois, tu as des tatouages qui te donnent en fonction de
tes exploits de chasse, par exemple en Birmanie. Si tu es un chasseur, alors tu sais, c'était lié aux chasseurs de tête. Donc ça a été proscrit en plus, cette pratique-là. Donc je ne juge pas pourquoi, voilà, c'est pas ça. Mais à partir du moment où, si tu es un chasseur de tête, quand tu réussis, tu es un grand guerrier, tu es considéré comme, voilà, ton trophée, tu le ramènes et tu as un tatouage en lien avec ça. D'accord. Donc si cette pratique n'est plus possible, ça a un impact direct, tu vois, sur le tatouage. Bien sûr. Mais simplement, tous ces repères, tous ces signaux, ils se déplacent en fonction des cultures. Tu vois, nous, c'est dans l'uniforme, c'est la petite médaille. Voilà, c'est simplement comment on se positionne les uns par rapport aux autres. Par exemple, tu vois, si tu as le rang social, mais tu as aussi ton rang dans la famille, si tu as des enfants, tu vois, en Polynésie, si tu as une fille, c'est pas la même chose en termes de tatouage que si tu as un garçon. Et puis c'est en fonction de quand ça arrive dans ta vie, donc c'est une sorte de traces autobiographiques selon les peuples polynésiens. Tu vas au Samoa, c'est pas du tout ça. Il y a des aspects, il y a des mélanges aussi. Mais par exemple, le tatouage traditionnel samoan, il y a le tatouage pour les hommes, le tatouage pour les femmes, qui est exactement le même et qui se transmet depuis très longtemps et où il y a une continuité et technique et symbolique, picturale, qui est... voilà, c'est même précieux de voir que cet héritage, tu vois, peut traverser le temps. Et tu as une des dernières tatoueuses birmanes, qui est connue maintenant, qui est un peu une icône, qui dit « On peut tout nous prendre, mais une fois qu'on est mort, même nos tatouages, on ne peut pas nous les prendre. » Ah oui. Tu vois, il y a une sorte de trésor d'investissement comme ça, au-delà, dans le temps, au-delà de la mort, qui fait que ça perdure. Et cette histoire de perdurer, dans notre société, c'est particulier. Parce qu'à la fois, on zappe, on veut aller vite, on veut consommer, donc on consomme le tatouage en Occident. Hein, c'est un bien... C'est pas que un truc, c'est pas que un symbole d'appartenance, c'est aussi une consommation... une mode. Un aspect égotique, c'est mettre en valeur quelque chose de soi, c'est vouloir s'améliorer, améliorer son apparence ou indiquer quelque chose. Enfin, après, encore une fois, il y a autant d'enjeux que de personnes aussi, dans le souhait de se faire tatouer. Mais quand même, on retrouve des tendances. Mais du coup, voilà, ça va très vite. Mais dans l'esthétique, alors voilà, moi je suis un beau garçon de 20 ans, je me fais faire un magnifique tatouage d'une belle femme qui est vraiment de toute beauté, tous les hommes vont craquer dessus. Et puis 40 ans plus tard, j'ai la peau complètement ridée, et ma beauté, elle en a pris un coup dans la gueule. Elle a vieilli avec toi, ta beauté. Et oui. Donc ça se transforme, quoi. Voilà. Et ça n'a plus la même signification. J'ai honte d'avoir ce truc sur le bras maintenant. Et qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir une belle femme quand on est un vieillard, tu vois? Donc cette histoire du temps, c'est fondamental. Et c'est pour ça que moi, je mets en place ce processus avant de tatouer. Donc c'est un processus où on vient clarifier ce qui est là en jeu. Alors on va se le faire autrement. Voilà. Moi, j'ai décidé de me faire un tatouage. Alors c'est pas forcément un Mickey, mais je sais pas quoi. Donc je viens de te voir en te disant, voilà, je veux me faire un tatouage. Mais je sais pas quoi. Ça marche. Mais je veux un tatouage. Comment on fait? Donc comme t'as pas de catalogue où je vais tourner les pages. Ça me plaît bien. Ça me plaît pas. Celui-là il est bien. Tiens, je veux celui-là. Certainement pas. Non, ça marche pas comme ça. Donc tu arrives, on regarde ton élan. Soit il y a des choses, je te guide un petit peu en régression, selon ta manière d'être capable de rentrer dans cet état-là, soit on prend la respiration, soit c'est spontané, soit on prend le tambour, voilà, on regarde de la meilleure manière. Je le prends pas mal, je suis sûre que tu t'ennuies pas. Non, je m'ennuie pas du tout, j'ai un coup de barre. Mais on regarde la manière dont tu vas pouvoir te contacter à l'intérieur et sentir cette envie de tatouage. Voilà, et de la préciser, cette envie. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, je vais t'aider à sentir ce qui va être juste pour toi, là, dans l'instant, à clarifier ça. On va aussi aller regarder le contexte de cette envie-là. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi c'est important? Je te donne un exemple. J'avais fait un process, excuse-moi, je fais juste une parenthèse pour illustrer ça, mais j'avais une jeune femme,
qui avait une intention très particulière, très précise, et on a accompagné cette intention. Et juste avant de tatouer, il y a un truc qui est remonté qui est en lien avec sa mère. D'accord. Ça fait partie du contexte, tu vois. Et que si on traitait pas ça, le tatouage allait pas être ok. Ah ouais, okay. Ça allait pas marcher parce qu'il fallait pas que sa mère le voie, et tu vois, être vu, pas vu, c'est tout un enjeu aussi. Donc du coup, on regarde ça, ce contexte-là qui va être ta problématique, on va pas aller chercher là, mais voilà. Une fois que tout ça c'est clair, normalement dans les voyages que tu fais intérieurs, tu vas sentir quel thème, de quoi il va s'agir, quelle ampleur et quel endroit du corps appelle ça. Alors c'est toi qui vas aller sentir ça. Moi je le regarde, je le revérifie avec mes alliés, mais c'est toi qui dois sentir ça. Et une fois que ça c'est... Parce que moi au départ, mon Mickey, je voulais là sur le, sur mais ça le peut bras. Changer. Ouais, mais ça peut changer. Parfois ça se confirme. Il y a des gens, ils veulent un truc depuis 10 ans et effectivement on fait ça. Et parfois il y a des gens, ils veulent un truc depuis 10 ans et on fait complètement autre chose. D'accord. Donc on s'ajuste à ce qui se passe dans l'instant. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi si je voulais avoir mon Mickey sur le bras, c'était pour qu'on le voie. Oui, mais ça dépend des gens. Il y en a, ils veulent pas. Oui, mais moi, c'était pour qu'on le voit, tu vois, je voulais le montrer. Hein. Et puis, au cours des séances que je fais avec toi, il se joue que ça va pas être un Mickey, ça va être une licorne, et qu'au lieu de l'avoir sur le bras, je vais l'avoir dans le dos. Dans le dos, je montre pas mon dos à tout le monde, quand même. Non, bien sûr. Donc, le désir de vision... C'est plus ça qui me motive. Il se travaille dans le processus. Ton désir d'être vu se travaille dans le processus. C'est-à-dire que ce que tu vas trouver comme juste, de toute façon, comme tu vas sentir que c'est juste, tu seras content. Ce sera pas un abandon de ne plus avoir ton Mickey ici. Ce sera pas un deuil terrible. Ce sera... Ah d'accord. Et parfois même, tu sais quoi, dans ce processus, on se rend compte qu'il en faut plusieurs des tatouages. Parce qu'il y a des sensations pour là, parfois au pied, parfois ailleurs. Bien sûr, ça peut concerner tout un tas d'endroits, et que d'écouter cette chronologie-là, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, parfois, je vais être très en réception d'un aspect du tatouage, d'un aspect de la résonance, de ton envie, et puis il va y avoir un autre aspect qui, en fait, va s'exprimer ailleurs dans le corps. D'accord. Et donc, parfois, ça peut créer ça, voilà. Là, j'ai une personne dont je dois faire le deuxième, qui a commencé, on sentait bien, là... quelque chose de très beau, d'assez important, et puis en fait il y en avait un petit à faire ailleurs avant. Et là on a fait ce petit là, et effectivement maintenant ça a débloqué un certain nombre de choses pour le faire. Et en fait tu évolues dans ce processus, c'est-à-dire que le jour où tu arrives, tu as une certaine idée, un certain état d'esprit par rapport à tout ça. Et en fait c'est un processus, si tu le veux et si tu le souhaites, qui peut t'emmener beaucoup plus loin que cette histoire de tatouage. Et l'issue de ce processus, pour ma part, n'a pas à absolument aboutir un tatouage. A priori, moi je suis pas là pour empêcher l'envie du tatouage, hein, c'est pas ça. Mais s'il y a personne, et ça m'est déjà arrivé, ne souhaite plus se faire tatouer parce que ce qu'elle est venue chercher en fait c'est une résolution, moi je suis ok, ce qui compte c'est comment la personne est bien. Et une fois qu'on a validé ça, à ce moment-là, je me mets à dessiner. Donc je dessine en canalisation en fonction de ce qu'on a déterminé par rapport à ton processus. Je te fais des propositions de ce que j'ai fait. Et toi, tant que tu n'es pas complètement ok avec ce que j'ai dessiné, on travaille. En général, ça ne prend pas 40 000 réajustements, hein, parce qu'on a bien travaillé avant, justement, en amont. Et une fois qu'on a fait ça, on prend rendez-vous, et là on se prend assez de temps, parce que je travaille de façon traditionnelle, en tout cas en hand poking, donc c'est-à-dire juste avec l'aiguille, en hand poking. Donc c'est-à-dire que ça s'appelle hand poking parce que tu tatoues à la main, sans machine, et le poking c'est parce que quand tu piques avec l'aiguille et que tu grattes avec la peau, ça fait poc. Ah ok. Donc c'est juste, ce nom vient de là. Donc c'est une technique qui a l'avantage d'être très douce, même si bien sûr ça reste un tatouage et qu'il y a des endroits plus ou moins douloureux, mais quand même c'est une technique très très douce. Même si bien sûr ça reste un tatouage et qu'il y a des endroits plus ou moins douloureux, mais quand même c'est une technique très très douce. Les femmes qui s'épilent, elles rigolent hein, quand je les tatoue comme ça. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Et en fait... en fin de compte je dis ok, mais j'en sais rien. Je me suis jamais fait voilà.
pour ça que je précise. Mais c'est vraiment, voilà, c'est moins invasif qu'avec la machine. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Donc on prend du temps, et puis il y a aussi parfois des soins à faire, des rituels, des choses à poser énergétiquement, parce que je regarde sur tous les plans et je tatoue en canalisation. Donc il y a des moments de transfert énergétique en général, quand ça arrive, t'es au courant, parce que t'as chaud, parce que t'as des images. Il y a un exemple d'un jeune homme que j'ai tatoué, c'était sa première pièce. Ouais. Il a pleuré les 20 premières minutes, mais pas de douleur. Ouais. Il a pleuré par rapport aux résolutions, par rapport à ce qu'il recevait. D'accord. Et bon, voilà, ça se passe au-delà de moi. De toute manière, le chaman, il travaille jamais avec son énergie. Il sait très bien que voilà, il est canal. Donc voilà, et une fois que le tatouage est terminé, c'est très important. On harmonise énergétiquement, je revérifie avec mes alliés que le tatouage il est bien intégré à ce qui se passe pour le corps. Ouais. Et on referme les corps énergétiques. D'accord. Parce que sinon, c'est ce qui se passe... dans le chamanisme, tu as plusieurs façons de dire ça, mais tout ce qui est intrusion spirituelle, si tu lis Michael Harner, tu vois de quoi je parle. Tout à fait, tout ce qui serait étranger à toi, mais qui viendrait du coup se mettre dans ces corps énergétiques parce qu'ils restent ouverts, comme après une opération par exemple, c'est la même chose. Bah, du coup, je prends vraiment la mesure de tous ces niveaux-là pour que la personne, quand elle repart, elle n'ait pas de coup de fatigue, elle se sente pas bizarre, enfin tous les symptômes qu'on peut avoir après. D'accord. Alors entre guillemets, les arnaques de possession, un tatoueur mal intentionné qui te fait un tatouage qui est un appel à des esprits démoniaques, on va dire, mais t'as ça sur le corps, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Alors, mais tu sais, j'ai des personnes qui viennent avec des choses dans leur tatouage, pas chouettes du tout. Et c'est pas forcément intentionnel. C'est-à-dire qu'il y a des plein de personnes. Bah oui, c'est de l'inconscience, voilà, de l'ignorance. Mais comme nous tous, là où on est ignorant, on sait pas ce qu'on fait. Donc je blâme pas du tout ça. Enfin, j'ai un regard où j'aimerais pouvoir être éducative, pédagogue, mais en soi, une personne, après, même avec une bonne intention, on peut faire plein de choses. Oui, non, mais ça, bien sûr. Voilà. L'enfer est pas avec de bonnes intentions. J'ai pas osé la faire. Moi, je la fais, moi, j'ai pas honte. Donc, cette personne-là, si elle se sent mal, mais déjà, si elle se sent mal avec un de ses tatouages, moi, je regarde, on travaille. Sur des extractions, mais comme un autre chaman. Il n'y a pas forcément besoin de venir voir moi parce que je fais du tatouage. Alors après, j'ai une anecdote à te raconter. Ah, ok, impeccable. Bon, mais bref, moi, si je vois ça, je travaille juste avec mes alliés, je vois ce qu'il y a à faire. Alors, il faut que je te raconte l'anecdote parce que ça va répondre à ça. D'accord. Donc, un jour, je me demandais, parce que le tatouage est venu dans ma vie, mais est venu et m'a rappelé à l'ordre plusieurs fois qu'il fallait que je m'y mette, quoi. D'accord. Donc, parce que ça me paraissait tellement étrange. Et en fait, donc une des fois où je doutais, parce qu'à une époque j'ai beaucoup douté, je dis, les amis... montrez-moi qu'il faut vraiment que je tatoue. Le lendemain, quelqu'un m'appelle. Et en fait, cette personne-là a entendu parler de moi par une patiente de mon mari. Et il était en Mongolie. D'accord. Et avant d'entendre parler de moi, il avait vu des chamans mongols qui lui ont dit « Ton tatouage, ça va pas du tout ce qu'il y a dedans. Il faut absolument que tu vois quelqu'un qui puisse reprendre ton tatouage et qui soit chaman. » D'accord. Et lui, il raconte ça un peu, comment je vais faire pour trouver ça, à cette femme-là, que je ne connais pas, cette femme, mais qui connaît mon mari, et ça triangule comme ça. D'accord. Donc cet homme m'appelle, on réussit à se joindre à un certain moment, voilà, et au moment où je lui explique ma façon de travailler, il me dit non mais c'est bon, je sais que c'est toi parce que d'accord. Moi je veux bien les prophéties, tu sais. Oui. Mais il me dit je sais que c'est toi parce que tu es en train de me parler, il y a une vipère qui passe devant moi et mon tatouage représente une vipère. D'accord. Et là tu dis bon, enfin il y a une espèce de synchronicité, c'est ce qu'il me dit. Ah, c'est ce qu'il a vu, oui. C'est ce qu'il a vu, il me dit mais je suis en train de te parler, il y a une vipère qui passe devant moi. D'accord. Donc peut-être qu'il avait besoin de se valider les choses avec le passage de cette innocente vipère. Mais en tout cas, voilà. Et donc, il arrive, il finit par arriver en France, on fait un process. Et finalement, là où on lui avait dit il faut reprendre absolument ce tatouage, par rapport à ce qu'on a vu tous les deux, tatouer ailleurs, à d'autres endroits énergétiques du corps, certaines choses pour remettre en lien et en circulation énergétiquement
ce qui était inclus dans le tatouage faisait qu'en fait on n'avait pas besoin de reprendre le tatouage. D'accord. Mais parfois il faut le remobiliser aussi. Ça dépend, tu vois. Alors, donc si toi tu as un tatouage par exemple. Moi quand j'avais 18 ans, un soir de beuverie, j'étais bourré comme un coin, et on venait d'aller voir un film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, enfin un truc bien gore quoi. Et en sortant de là, je vois marqué tatouage, je rentre et je me fais faire un monstre dans le dos. Mais un truc horrible. Mais alors, même mes copains et mes copines, ils font des cauchemars quand ils le voient. Si il te plaît pas, tu vas le faire retirer au laser. Ou alors tu fais un cover, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un tatoueur qui reprend esthétiquement ce monstre pour en faire autre chose si c'est possible. On peut dessiner par-dessus ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un cover. Ah ouais, donc ça c'est possible. D'accord. C'est pas forcément nécessaire de venir me voir pour faire ça. Sauf si il y a la sensation qu'énergétiquement ça va pas. Ouais. En général, si on veut faire un cover, c'est que ça va pas. Mais la conscience de la personne, elle n'est pas forcément à cet endroit-là. Ouais, d'accord. Donc, ok. Donc, ce que je dis simplement, c'est que quand on vient me voir par rapport à un tatouage qui n'est plus en alignement avec ce qu'on est à l'heure actuelle, etc., moi, je travaille énergétiquement dans un premier temps. L'idée, c'est d'envahir le moins possible le corps. Excuse-moi, je viens d'avoir une image monstrueuse. Ah bon? je me suis fait tatouer dans le dos le visage de Dorian Gray. Ok. C'est le tatouage qui vieillit et moi je reste toujours jeune. Mais c'est plus possible, madame. Je peux pas garder ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh, on peut. Mais c'est pas forcément à moi de le faire. Excuse-moi. C'est un délire comme ça arrive des fois. C'est jamais pour rien que ça passe. On peut faire quelque chose? Mais oui, tu peux. Je te dis, alors le laser, ça se pratique en clinique avec des dermatologues, enfin des gens, le corps médical qui s'occupe de ça. Il n'y a pas longtemps qu'on fait du laser. Hein. Oui, mais il est de plus en plus efficace. Par contre, c'est une pratique qui est douloureuse et qui ne laisse pas la peau indemne. C'est-à-dire que tu ne retrouves pas ta peau d'avant. D'accord. J'ai déjà vu des personnes flashées. Ouais. C'est pas beau. Bah oui, mais c'est mieux que de ne pas l'avoir pour eux. Donc à partir de là, moi je suis ok. Mais chacun doit simplement veiller à la conscience qu'il met dans ce qu'il fait. Et c'est une histoire d'engagement. Ouais. En fait, c'est quand on parle de tatouage, on parle de responsabilité, puisqu'il y a de la puissance. Ouais. Donc, se faire tatouer, c'est très engageant, c'est s'engager. Et tatouer quelqu'un, mais c'est une immense responsabilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à chacun de juste estimer ce qu'il pense devoir faire ou comprendre pour faire ce qu'ils veulent faire. Oui, d'accord. Ouais. Alors... moi, ce tatouage que j'ai dans le dos, là, de Dorian Gray, c'est un tatouage magique quand même. Il y a une magie qui est là-dedans, puisque le tatouage vieillit à ma place. Oui. Donc il y a quand même de la magie là-dedans. Oui. Si on redessine quelque chose par-dessus, en dessous, il est toujours là le tatouage. C'est pour ça que moi je travaille énergétiquement. Donc en fait, mais tu parles de magie. Je rappelle juste que... c'est important pour moi de le faire, mais dans la manière dont j'ai appris le chamanisme et dont je continue de l'apprendre, c'est avec des esprits tutélaires transcendantaux. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des esprits qui n'ont pas d'intérêt personnel, égotique, à obtenir quelque chose de moi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont leurs propres desseins, leurs propres intérêts, mais qui est quand même au service. D'accord. Donc, on va le dire comme ça, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et donc du coup, ces esprits-là ne vont jamais te demander quelque chose en retour. D'accord. La magie, c'est un autre type d'esprit, un autre type de force. Il y a toujours un prix à payer. Ah, toujours. C'est pour ça que tu sens bien le truc dessous là qui va pas. Ouais. Donc, moi, et que ce soit pour un tatouage ou pour toute autre forme de ce que tu appelles cette magie-là, je travaille avec ces esprits pour pouvoir... Et c'est eux qui... je travaille avec la personne, mais c'est eux qui travaillent à travers moi pour défaire ce qu'ils peuvent défaire, ce qui est à défaire, ce aussi qui est possible de défaire pour la personne. Parce que tu as des personnes qui viennent, qui veulent se faire enlever des choses, mais qui ne sont pas complètement prêtes à se défaire complètement de leurs symptômes, tu vois. On remarque même juste en psy. Une personne qui veut arrêter de fumer, mais en même temps, finalement...
il y a tellement de bénéfices secondaires, enfin voilà. Donc c'est toute cette histoire-là, tout cet équilibre. Il y a tellement, je te dis ça, mais il y a tellement d'autres facteurs qu'on ne mesure pas, que c'est bien pour ça qu'il y a d'autres esprits qui s'en occupent, et que c'est tant mieux. D'accord. Donc voilà, donc si tu arrives avec ce type de tatouage-là, moi je touche pas ta peau tant qu'on n'a pas bossé énergétiquement. D'accord. C'est sûr. Parce que je sais pas ce que je vais révéler, ce que je vais, ce à quoi je vais m'exposer. Oui. Aussi. Bien sûr. Donc moi je travaille pas du tout avec l'occulte, avec ces choses-là, parce que il y a des retours de manivelle que je veux tout simplement pas prendre. On est bien d'accord. Et que j'ai appris grâce à des enseignants, grâce à justement des personnes qui ont fait des recherches, qui ont travaillé longtemps, à travers la FSS notamment, qui nous permettent d'éviter ce genre d'écueil. Donc ça sert à rien d'y aller. On est bien d'accord. Voilà. Ok. C'est plus clair? Bah oui, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon là, quand même, déjà. Est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos téléspectateurs? Un message, une idée, quelque chose à partager? Ah là, tu me prends de court. Moi je pourrais avoir beaucoup de choses à dire, et en même temps, c'est difficile d'être général, parce que dès qu'on essaie de dire quelque chose un peu global, c'est vite galvaudé ou vite fade. Enfin, tu vois, moi, en fait, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que je travaille au maximum dans la justesse de l'instant, avec la justesse de la personne. Et pour ça, je compte sur les esprits, je compte sur les guidances, je compte sur la volonté qui anime la personne. Et je pars du principe, sans être optimiste à mon sens, que quand il y a une volonté, un désir, c'est au service de la vie, au service du vivant. Qu'on a nos ombres, on a nos blocages, on a nos blessures, tous. Voilà. Mais moi, je fais le choix d'être au service de cet élan-là, avec toute ma boîte à outils, psychothérapie, voilà, tout ça. Et que, en fait, j'aime permettre à une personne de se sentir encore plus là-dedans, encore plus dans son élan vital, encore plus dans ce qui l'épanouit, dans ce qui lui permet d'être au monde, ce qu'elle est venue être. Bien sûr. Donc, le tatouage me permet de proposer ça de façon très puissante, parce que si ça, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué. Les tatouages, c'est quand tu le prends dans cette globalité-là, dans ce point de vue chamanique, en fait, ce sont des activateurs. D'accord. Donc c'est un tatouage qui va activer quelque chose pour toi, qui va se révéler comme étant finalement quelque chose de très intime, très familier. La plupart des personnes que je tatoue, ils me disent mais c'est comme s'il avait toujours été là. D'accord. Donc c'est un repère très important, je trouve. Et que dans cette révélation-là, dans cette activation, en fait, les gens contactent plus facilement une force, un principe qu'ils sont venus invoquer à travers ce processus. Ils convoquent plus facilement des mémoires d'une certaine époque. Donc ça donne des choses très spécifiques. Et comme par hasard, des gens qui viennent contacter les mêmes mémoires, notamment Atlante. Alors, je dis ce mot-là, Atlante, c'est pas Atlantis seulement, c'est toute une culture. Et bien, quand des gens viennent activer ces mémoires-là, et qu'eux-mêmes participent au dessin, ce qui arrive, voilà, c'est très ouvert, comme par hasard, il y a des symboles qui reviennent. D'accord. Il y a des choses qui concordent. Donc voilà, ça c'est un aspect important du travail. Et par exemple, je peux aussi tatouer, parfois c'est intéressant de tatouer des animaux de pouvoir, des guides, des alliés, parce que c'est une manière de les avoir avec nous. Bon, j'ai un peu moins ce genre de demande maintenant, mais ça a pu être le cas. D'accord. Et de faire ça, c'est... comment dire ? C'est une façon de porter la personne à un certain endroit au niveau chamanique aussi. Et de lui donner accès, alors moi j'appelle ça la multidimensionnalité, mais je vais faire peur à personne, c'est simplement que quand on va intérieurement dans un voyage intérieur, on est dans une espèce de vacuité, un état un peu comme ça, et que c'est parce qu'on est capable d'aller dans plein de dimensions différentes qu'on peut contacter ses mémoires, ses animaux, ses esprits. Donc le tatouage c'est comme une porte en fait. D'accord. Et qui permet d'aller et revenir à ses énergies, à ses forces et à ses informations. Parfois on a besoin d'une information très précise. Et c'est comme un code qui est personnel. C'est-à-dire que il y a ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire. Par exemple, tu as un tatouage, il y a une lecture
comment on appelle ça, figurative, ouais. Si c'est figuratif, mais parfois ça l'est pas. Donc on va en capter quelque chose, mais une autre personne en capterait autre chose, et dans ce processus, c'est toi qui as la quintessence de ce code-là. Et même si moi je la canalise à un moment donné, le temps de te la faire, je l'oublie. C'est-à-dire que ce tatouage, il t'appartient. Oui, ok. Complètement. Et même, et c'est là où moi je trouve que c'est une validation, ce tatouage, il te donne des enseignements au fil du temps. D'accord. Tu le comprends différemment au fil du temps. J'ai des retours comme ça, parfois un an après ou un peu plus, enfin ça dépend des personnes et de leur travail, mais qui me disent mon tatouage là, il vient de me donner une réponse sur telle chose alors que c'était pas du tout le thème quand ils sont venus me voir. Et ça pour moi c'est le signe que c'est bien guidé par les esprits, parce que c'est eux qui sont capables de ce genre de choses, bien sûr, pas moi. Ah, c'est clair. Ok. Donc voilà ce que je peux peut-être préciser. Merci beaucoup Sandra, c'était captivant. Pour moi c'est un domaine nouveau et en plus j'étais quand même un peu réfractaire au départ. Merci de ton ouverture. Écoute, moi je demande à découvrir des choses nouvelles, et là c'est le cas. Alors, on va faire 2 petits mots quand même sur le reste de tes activités, parce que tu ne fais pas que du tatouage. Tu travailles entre autres avec ton mari, avec Louis, et on a vu sa vidéo il n'y a pas longtemps. Vous animez des stages ensemble. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors après moi je fais des accompagnements individuels aussi, avec différents outils qui n'ont pas forcément la velléité d'aller jusqu'au tatouage. Enfin, il n'est pas du tout forcément question de tatouage, donc je travaille avec des outils régressifs, le souffle, la musicothérapie. Et puis donc je peins aussi des objets de force en lien avec des pratiques chamaniques. Et puis je fais des conférences aussi, parce que c'est très important pour moi d'informer, d'éduquer. J'espère pas être péremptoire quand je dis ça, mais on a vraiment perdu nos racines, donc on a besoin de réapprendre. On est bien d'accord. Et donc apprendre, ça passe par l'éducation. Et donc je fais ça de manière, pour du tout venant, pour des gens qui sont juste curieux, mais je le fais aussi de manière universitaire. Donc j'ai enseigné, à l'école de magistrature. Parce que je travaille aussi sur les questions de la violence et des états modifiés de conscience dans la violence. Donc dans un master de criminaux, j'ai pu intervenir. Là je suis allée en séminaire à Paris avec des psychanalystes qui travaillent avec la psychobox. C'est passionnant comme technique, parce que c'est une thérapie. Je te crois sur parole, je sais pas ce que c'est, mais je te crois sur parole. C'est une thérapie qui utilise le média de la boxe, qui a été inventée par Richard Elbrun. Mais bon, avec un cadre très spécifique, en frappe atténuée, je ne vais pas forcément faire le détail de ça ici, mais c'est un outil formidable, parce qu'en fait ça permet de mobiliser les questions du trauma. Et bon, je suis quand même thérapeute, et des gens qui sont polytraumatisés, j'en croise hélas tous les jours. Donc il y a plein de ponts à faire en fait entre le chamanisme, puisque c'est quand même le chaman, c'est le spécialiste des états modifiés de conscience, et ces techniques-là, parce qu'elle les sollicite. Et donc en fait, je vais discuter avec des universitaires, avec des professionnels, pour les aider à justement ouvrir leur champ conceptuel, pas rester sur des visions trop héritées de la psychanalyse, et pas juste ça, mais de pouvoir ce mouvement. Grandir, ce que le chamanisme, je pense, offre à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Sandra. Alors vous avez l'habitude les amis, vous avez vu en bas de la vidéo, il y a une bande qui passe, sur laquelle il y a toutes les informations de contact pour joindre Sandra. Donc si vous avez envie d'un tatouage pas que décoratif, n'hésitez pas à la contacter. Et alors, toi tu travailles dans les Landes, donc dans le sud des Landes. Oui, on se déplace un peu en Bretagne aussi. Et après je travaille donc en cabinet pour le tatouage, mais parfois on est amené à travailler avec les éléments, avec les arbres, donc ça peut aussi être en extérieur, sur des lieux qui appellent. Donc n'hésitez pas. Voilà chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Chamans, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu.
N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.